Eh bien, écoutez, bonsoir, chers confrères. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici ce soir. Je voudrais remercier, bien sûr, Frédéric Samama de Profilab. Voilà, vous êtes 250 inscrits environ, et chacun chez soi, et moi ici dans mon bureau pour passer un moment avec vous. Alors, bien sûr, il fallait choisir un sujet qui ne soit pas trop long pour pouvoir être discuté et décrit intelligemment. Donc je pense que l'implant au secteur antérieur, et plus particulièrement l'implant lorsqu'il y a une espèce d'urgence, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il faut le remplacer d'un point de vue immédiat, c'est un vrai problème. Donc on va essayer de démarrer maintenant. Et évidemment, l'implant, c'est quelque chose de très différent d'une dent naturelle, et il est bien évident qu'il y a des considérations qui sont à la fois des considérations biologiques, des considérations esthétiques, qui font que le sujet mérite d'être traité. Et en fin de compte, les raisons d'échec sont souvent nombreuses, et on vient souvent nous dire, vous savez, on n'a pas réussi à avoir le même niveau d'intégration gingivale. Bon, bah, on va essayer de discuter pourquoi cette chose-là. Comme on l'a dit, une intégration harmonieuse, ça demande la considération d'un certain nombre de paramètres. Et au secteur antérieur, il faut dire que c'est souvent le fait d'un trauma, d'une infection, qui fait perdre une des incisives, et avant d'arriver à avoir une intégration qui ressemble aux dents collatérales, avec des papilles, avec un niveau de la gencive marginale, il est très important de comprendre que le facteur clé de l'esthétique à long terme, ça sera la stabilité de l'interface entre l'implant ou son moignon et les tissus mous. Donc c'est cela, la qualité de cette attache biologique, qui va permettre, parce que les choses sont intriquées, avoir aussi une stabilité osseuse. Et à l'inverse, sans cette stabilité osseuse, on n'aura pas non plus cette stabilité gingivale. Donc l'attachement muqueux, c'est quelque chose de très important. Il est essentiel de dire qu'il ne ressemble pas à ce qui se passe au niveau du naturel. Car, bien entendu, au niveau d'un implant, on est dans un tissu qui est une muqueuse, qui est assez pauvre en cellules, qui a peu de vaisseaux, en tout cas, il n'y a plus de ligament parodontal, on n'a plus la vascularisation depuis le ligament parodontal, donc tissu cicatriciel, comme on l'a dit, et surtout, ce qui est essentiel de dire, c'est que le fait qu'il y ait moins de vascularisation, il y a moins de défense. Et que les fibres, au lieu d'être attachées au sément, comme dans une dent naturelle où elles pénètrent dans le sément perpendiculairement, là ce sont des fibres de collagène, des faisceaux de fibres qui sont simplement circonférentiels. Donc elles entourent l'implant, son moignon, à condition que les surfaces soient bien compatibles, mais il n'y a pas l'ancrage, donc on est dans des surfaces qui sont adhérentes et non plus attachées. Les trois différences principales, et qui vont expliquer toute l'intégration ou le manque d'intégration, c'est premièrement la barrière muqueuse, il n'y a pas de fibre de Charpé, on est juste dans une adhérence avec des glycoprotéines, donc une attache plus faible. La vascularisation, il n'y a plus de vascularisation du ligament parodontal, donc il y a de moins grands potentiels de régénération. Et en fait, l'architecture osseuse, parce qu'autour d'un implant, on n'a plus les pointes osseuses mésiale et distale, on est avec une surface osseuse qui est relativement plate, un peu comme dans les classes 4 de Muller. Donc, reconstruire une architecture quasi parfaite ou naturelle, ça sera un certain challenge. Alors, bien sûr, lorsque, après l'extraction de la dent, comme vous le voyez sur cette dent qui présentait une fistule, quand on pose un implant et que l'on a un volume qui est un volume suffisant, évidemment, lorsque l'on passe à la prothèse et que l'on connecte, par exemple, un moignon, comme c'est le cas ici, un moignon en zircone, que sur la dent naturelle, on a un faux moignon qui est un faux moignon céramo-métallique. Il est bien évident que dans un cas comme cela, lorsque l'on a le volume osseux, lorsque l'on a l'épaisseur tissulaire, il n'est pas tellement difficile d'obtenir une bonne intégration. Surtout que là, on a affaire à un biotype qui est un biotype épais, et donc moins fragile, plus stable, moins sujet aux récessions. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer entre la perte de la dent ou son extraction et le remaniement final qui amène les tissus à un certain niveau. Le juge de paix, bien entendu, c'est souvent la radiographie. Lorsque l'on voit comme ici
une attache osseuse au-dessus ou au niveau de la première spire, un tissu qui est épais, une prothèse, une couronne qui est bien dessinée, avec un profil d'émergence adapté, avec un profil enfoui sous la gencive marginale qui est, vous voyez, comme ici, très légèrement concave. Donc, on sent qu'il y a eu une certaine recherche dans le profil de la dent. Évidemment, le résultat est favorable. Mais lorsqu'on se trouve devant une extraction, et au secteur antérieur, c'est souvent le cas, on est devant un accident, une fracture, par exemple, un abcès, il y a 3 classes. Et ça, Eliane l'a montré dans une publication récente. La classe 1, où on a un bon tissu osseux et gingival. La classe 2, où il semblerait que la surface gingivale soit bonne, mais en fait, il y a une perte osseuse qui sera à évaluer. Et la classe 3, qui évidemment est absolument défavorable, car on a une perte osseuse et gingivale qui ne pousse pas à faire une implantation immédiate dans le but d'avoir un bon résultat esthétique. Donc, la classe 1 est favorable, la classe 2, ça va discuter, et on va voir en fonction des conditions, la classe 3 est très défavorable. Et on en revient à la même classification, par exemple de Funato et de Garber. Qu'est-ce qui est important? Et ça, c'est le mot à retenir, c'est y a-t-il ou non une paroi osseuse buccale, vestibulaire, résiduelle. C'est cela qui va faire la définition. Si on a une perte de la corticale vestibulaire, de la paroi osseuse vestibulaire, eh bien on est dans une très mauvaise condition et il faudra reconstruire les tissus. Par contre, si on a cette petite surface osseuse vestibulaire qui est toujours en place et que l'extraction n'a pas fracturé et que l'infection n'a pas détruit, on est dans un secteur qui est favorable. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que cette paroi alvéolaire antérieure, en fait, elle est très spéciale parce que on va appeler ça un os parodontal. C'est un mélange entre des fibres de collagène et de l'os. Et en réalité, lorsqu'on extrait une dent, ben c'est la première chose qui se résorbe. Parce qu'il y a un manque de stimulation, parce qu'il y a la disparition de ces fibres de Charpé, et le remodelage va le faire disparaître. Or, c'est la clé de voûte, c'est l'essentiel du résultat esthétique. Donc, vous voyez, quand on regarde une alvéole, eh bien, c'est la première chose qu'il va falloir voir. Y a-t-il ou pas suffisamment d'os buccal pour faire quelque chose avec? Parce que le problème de la régénération d'une alvéole, en fait, même si on ne fait rien, elle va se régénérer spontanément. Avec le caillot sanguin, les facteurs de croissance qui sont compris dans le caillot, on a une régénération, disons, du volume interne d'une alvéole, pour faire simple. Mais le problème, c'est qu'à 2 mois, on voit très bien qu'il y a une résorption de cette paroi vestibulaire. Et c'est cela qui va affecter pour nous l'intégration et l'esthétique, parce que bien entendu, cette disparition, elle va amener cette récession inesthétique et tous les troubles qui vont avec. Un exemple. Voyez ici, on a une extraction. Mais si on soulève délicatement, on voit que toute la paroi vestibulaire osseuse, toute cette corticale, elle a disparu. Et là, on est dans une contre-indication. Donc il faut se dire, dans un cas comme ça, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre l'implant tout de suite si on n'a pas tout disons, le cursus, la formation. Il vaut mieux essayer de différer et de se mettre dans une situation où on va être en implantation retardée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de mettre un matériau, ici c'est du bio-os, donc c'est de l'hydroxyapatite d'origine bovine, qui est le matériau le moins résorbable possible. On va le recouvrir d'une membrane collagénique qui sera placée sous la muqueuse, et aussi, surtout si le biotype est fin ou moyen, ou qu'on a besoin de se mettre, disons, à l'abri en créant une épaisseur gingivale, on va faire, comme vous le voyez ici à droite, on va faire une petite greffe conjonctive enfouie, qui peut être juste partielle en forme de poche ou sous forme de sel, comme vous le voyez, qui est la technique qu'aime bien mon ami Rompel. Voilà une autre situation. Ici, le praticien est plus expérimenté, il peut placer son implant dans les conditions tridimensionnelles parfaites, mais il va combler avec du bio-os, ici, recouvrir, comme vous le voyez au milieu, d'une membrane collagénique qui a été taillée et préparée, donc ce qui suppose qu'on a élevé un lambeau, et ensuite, par-dessus, sous forme d'une selle, donc de linguale en buccale, de mettre une greffe conjonctive qui peut être prise au palais
ou à la tubérosité et qui va épaissir et qui va stabiliser parce que plus la muqueuse est épaisse, plus elle sera stable. Alors un premier exemple, une jeune fille, lorsqu'elle avait 11 ans, un accident dans une piscine, la dent une dent, l'incisive de droite a été extraite et réimplantée immédiatement, celle de gauche est fracturée, alors on fait une contention, puis avec des composites, je fais, à cette époque, il y a déjà longtemps, des petits composites. Cette petite jeune fille a 11 ans, elle est restaurée comme ça, mais l'incisive centrale droite a été greffée. Il se passe que, bien sûr, il y a une ankylose, une résorption radiculaire. Cette ankylose, vous le voyez, ronge une partie de la racine. On fait un traitement endodontique, on ferme l'apex et l'hydroxyde de calcium. Bref, il n'empêche que 12 ans après, on est dans une situation où il faut extraire la dent, bien sûr, et il y a cette situation d'ankylose qui est bien connue. Donc, dans un cas comme ça, l'extraction, c'est vraiment quasiment un meulage, hein, bien sûr, parce qu'on n'a plus de ligaments là-dedans. L'os et la dentine et le sément sont intriqués. Et vous voyez, on se trouve devant une alvéole. Et là, dans un cas comme ça, avec cette perte des parois osseuses, le plus sage, c'est de reporter l'implantation et de réaliser la préservation alvéolaire. Alors, elle se fait avec du bios, des petits grains de 0,25, et avec une greffe conjonctive. La prothèse provisoire, elle est essentielle à ce stade. Ça peut être un Rochette bridge, comme vous l'avez vu ici. Ça peut être, comme vous le verrez après aussi, un bridge avec un pont avec des fibres de collagène et des fibres de polyéthylène, pardon, qui vont renforcer ce bridge. Mais l'idéal, c'est de le faire avec une petite armature métallique parce que ces procédures durent un certain temps. Alors, lorsqu'on réintervient après quelques mois, 3-4 mois, vous voyez, on place un implant, on vérifie la qualité de l'os, on met un implant ici, et vous le voyez avec déjà un plateforme switching au niveau du moyen de cicatrisation, et là, bien entendu, on va réaliser la fermeture. On peut à ce stade ou non faire une greffe conjonctive, on réalise la fermeture, on vérifie que l'implant est bien placé au point de vue tridimensionnel. Avec un cone beam, on voit bien que l'on a orienté en palatin, comme toujours. On ne se met jamais dans l'axe exact de l'alvéole, parce qu'on aurait une paroi vestibulaire trop fine. On essaye de se décaler et de le mettre un peu aux dépens de l'os lingual. Et vous voyez ici qu'il y a cette situation qui est favorable, un peu plus lingual. Et puis, bien entendu, après quelques semaines, 8 à 10 semaines, on peut procéder à la réalisation d'une petite prothèse provisoire, très simple, qui est ici jumelée à la dent adjacente, qui est une couronne 3/4. Et là, maintenant, nous allons travailler au volume. Il est très important de comprendre qu'il ne faut pas compresser les tissus, qu'il est important d'avoir un profil sous-gingival concave pour laisser le maximum de volume au tissu conjonctif, de jouer avec des matériaux biocompatibles, comme la zircone, qui seront désinfectés pour éviter la pollution, parce que l'adhésion des tissus muqueux va se faire à l'échelle chimique par des glycoprotéines, des protéines adhésives. Et puis éviter le surcontour vestibulaire. Car en creusant, comme vous le voyez ici avec certains instruments, la provisoire, puis la définitive, eh bien on peut finaliser le niveau vertical de la gencive marginale. Et ici, lorsqu'on arrive au résultat, vous voyez, une fois que l'intégration a été faite, on voit que avec cette approche retardée, on a pu conserver, bien entendu, un bon niveau gingival, que la greffe conjonctive a rempli son rôle, que la gencive est stable, que la prothèse est bien intégrée. Pourquoi? On a joué avec le temps, on a joué avec les considérations biologiques, on a placé l'implant comme il le fallait et on a donné du temps à la maturation. Lorsque l'on voit la radiographie, on se rend compte de deux choses. La première, c'est qu'on a joué avec un moignon qui, en largeur, est un peu plus étroit que le diamètre de l'implant. Ça s'appelle le plateforme switching. Et que le moignon lui-même, il est concave. Ces deux choses afin de donner plus d'épaisseur au manchon de tissu conjonctif et de créer une espèce de joint torique à ce niveau-là. Donc il est très important de garder la maturation, de lui donner le temps,
de jouer avec des tissus qui soient relativement épais et de comprendre que le profil enfoui est différent du profil d'émergence et que la forme générale, c'est un peu la forme d'une guitare ou d'une poire et que bien entendu, le surcontour est très néfaste. Alors on résume, 3 facteurs clés pour la stabilité à long terme. La première chose, avoir une épaisseur de corticale vestibulaire. Si elle n'existe pas, il faut essayer de la reformer. On décale l'implant en lingual, on utilise un matériau biocompatible qui n'est peu ou pas résorbable et on laisse du temps. Et on place l'implant comme il le faut. La deuxième, l'épaisseur des tissus mous. Il ne faut pas jouer avec des tissus trop fins. Il ne faut pas hésiter, dès qu'on est en biotype moyen ou fin, ou pour se mettre à l'abri, de faire une greffe conjonctive enfouie, qui est très facile à faire, locale, en vestibulaire. Et enfin, très essentiel, la position tridimensionnelle de l'implant. Il faut bien le positionner, laisser suffisamment d'os en mésial et en distal, il faut au moins 1,5 mm avec la dent adjacente, ne pas l'installer trop profondément, donc en général 3 mm maximum à partir du relief de la gencive marginale, de la crête de la gencive marginale, c'est à peu près ce qu'il faut pour développer quoi? La tâche biologique qui est faite du tissu épithélial et du tissu conjonctif. Vous voyez, lorsque je vous parlais de greffe conjonctive enfouie, on peut le faire avec un petit instrument comme cela. On fait une petite poche en épaisseur partielle, ou bien sûr autant que faire se peut, et on y glisse le tissu conjonctif. Un petit point, et on stabilise notre greffe. Et cet épaississement de ce tissu muqueux, car maintenant on va être en muqueuse, sera très profitable. Un autre exemple d'un confrère, et ici vous voyez qu'on était dans une indication où normalement on est en classe 2+, c'est-à-dire, vous voyez, il y a une perte osseuse, vous la verrez dans un instant à la radiographie. Bon, normalement, on aurait dû retarder l'implantation. Mais lui ne voulait pas avoir une prothèse même fixée comme un bridge, il voulait avoir une... Bref, il co-diagnostiquait avec nous et voulait avoir une provisoire sur son implant. Donc, dans un cas comme cela, on est allé un peu tordre le cou à l'indication et vous allez voir ce qui a été possible de faire. Mais bien entendu, ça, c'est des cas limites qu'il faut réaliser lorsqu'on a un petit peu plus d'expérience de ce genre de restauration immédiate. Alors, la dent était fracturée. On avait une résorption radiculaire. On a fait tout le protocole que je vais vous décrire. Première chose, extraction. On vérifie la paroi osseuse vestibulaire. Il en manquait un petit peu, mais on en avait en même de l'os. On curette, on désépithélialise. On place l'implant aux dépens de la paroi linguale. Et vous voyez que cet implant, c'est un implant qui est assez spiralé, qui sera très rétentif, c'est de l'actif de chez Nobel, et qui est mis donc avec une petite angulation linguale. Vous voyez qu'on ne cherche pas à combler toute l'alvéole. Vous le voyez bien à droite, ici. C'est assez visible. Car maintenant, cet espace, qu'on appelle le gap, on va le combler avec cette hydroxyapatite d'origine bovine, le bioros, que l'on place et que l'on fait rentrer dans cet espace. Et bien entendu, en faisant cela, on va diminuer autant que faire possible la rétraction des tissus. Là, comme c'était un peu le pari, et c'était ses souhaits, son souhait, eh bien, on va préparer une couronne provisoire, on met un moignon provisoire, qui est un petit cylindre en téflon. Alors, ils existent, ces moignons provisoires, ils sont faits en titane. Et là, la dernière phase, c'est aller au palais, faire une petite incision, prendre une petite bande de tissu conjonctif, et là, venir le placer au dernier moment. Petit bistouri, à bord arrondi, vous savez, les mêmes genres de petits bistouris qu'on a en ophtalmologie, une petite poche d'épaisseur partielle, et l'on va glisser le tissu conjonctif à cet endroit. On le glisse ou on le tire parfois avec la suture, un point, et là, vous voyez, on est tout prêt maintenant de faire notre dent provisoire. En même temps, on le laisse dépasser un petit peu, comme ça on va gagner un peu de hauteur, et vous voyez très bien qu'on fait déborder ici la greffe très légèrement, et elle est stabilisée par un point. À ce stade, maintenant, le tour est joué à condition de ne pas le ruiner avec la dent provisoire. Et c'est pratiquement ce qu'il y a de plus difficile à faire. Parce que, par rapport au cylindre que vous voyez ici en téflon, on va stabiliser la dent provisoire
qui est une dent scellée, parce que vous voyez que souvent, lorsque on met l'implant aux dépens de la paroi linguale, on crée une certaine angulation. Donc il est difficile d'avoir une vis qui va sortir sur la face vestibulaire. Donc souvent c'est un petit moignon que vous voyez ici. Et là, la dent provisoire, une fois qu'elle a été stabilisée sur ce moignon, le rebasage cervical, il est fait non pas en bouche, mais sur un analogue. Et vous voyez, on injecte du composite flow, il est photopolymérisé, puis il est sculpté, et en réalité, on lui donne cette forme que vous avez là, la concavité, le soutien des papilles ici, et c'est toute la forme que je décrivais tout à l'heure de poire ou de guitare, avec la partie enfouie sous-gingivale là, et la partie émergente à ce niveau-là. On y fait un petit évent pour éliminer le ciment de scellement, et voilà, ensuite la surface, elle est sablée et vernie. Moi, j'aime bien les vernir avec un produit comme par exemple du Biscover ou du Palacil, comme ça c'est assez bien compatible, biocompatible, il n'y a pas trop de rétention de plaques dentaires, et très important, maintenant on va jouer avec le profil enfoui sous-gingival, et c'est cela qui va déterminer, bien entendu, la forme de la gencive, la forme de la muqueuse, la forme de l'intégration. C'est ce qu'on appelle le support tissulaire prothétique. C'est par le relief que l'on va donner, que l'on va conditionner, bien entendu, cette intégration. Alors d'abord, il est concave en sous-gingival. Puis, il est convexe pour soutenir les papilles et pour donner un soutien, car sinon ça va s'effondrer. Donc vous voyez, très important de mélanger concavité, convexité, et de situer la plus grande convexité de la dent, la ligne de plus grand contour, là où l'on veut la gencive marginale et à son niveau avec le zénith en distal, avec la forme. Bref, vous l'avez ici. On raccourcit un tout petit peu la dent parce que, bien entendu, on joue avec une indication ici. On essaye de se mettre à l'abri, c'est un remplacement cosmétique, ce n'est pas encore un remplacement fonctionnel. Et voilà, le jour de la chirurgie, le patient part comme cela. Vous voyez, on l'avait déjà mis sous chlorhexidine, paroxyde sans alcool, et voilà le cone beam qui montre que l'angulation de cet implant Nobel Active qui est orienté en lingual, on voit le bios qui a été placé en vestibulaire, et puis ici, la longueur de l'implant. Et ce qui est radio-opaque là, eh c'est le composite flow. Voilà à 8 jours la cicatrisation. Vous voyez qu'on avait bien raison de raccourcir la dent quand on voit l'occlusion. 3 mois après, grâce à la dent provisoire, on a parfaitement conditionné les tissus. On a une enveloppe sous-gingivale maintenant qui est saine, avec une gencive marginale qui est bien dessinée, et on va prendre l'empreinte. Mais si on se contente de mettre un moignon d'empreinte et qu'on ne bloque pas ces tissus, ils vont s'effondrer. Alors le jeu, c'est immédiatement, on injecte un peu de composite flow parce qu'on va customiser, personnaliser ce moignon d'empreinte, en faire un mainteneur d'espace. Parce qu'on veut donner au laboratoire un relief exact de ce qui a été fait par la provisoire, et si on attend quelques minutes sans rien, ça c'est faux. Voilà le mainteneur d'espace qui a personnalisé le moignon d'empreinte. La situation, on voit qu'elle est saine, une gencive marginale bien dessinée, et le moignon va respecter ce que l'on a dit tout à l'heure, cette forme concave, le soutien, et surtout, vous voyez, l'épaulement ou le chanfrein ici, qui est une espèce de gros congé, 0,5, pas plus, sous la gencive marginale. Une clé de positionnement très utile, surtout lorsque l'on a des moignons qui sont des moignons avec une connexion conique, parce que c'est moins facile d'avoir la sensibilité tactile pour le repositionnement, donc une clé c'est très pratique. Et en fin de compte, on est parti d'une situation, on est arrivé à ce que vous avez à droite, qui est tout à fait honorable et stable. Voilà la radiographie avant, voilà la radiographie après. Vous voyez que l'os s'est bien stabilisé ici, que la dent d'à côté a été faite, et voilà. L'idéal aurait été, bien entendu, de retarder aussi dans un cas comme cela. Là, on a joué avec toute l'expérience que l'on a pour un résultat qui est tout à fait convenable.
on aurait probablement pu faire encore mieux, mais en tout cas, on n'a plus la fistule, elle est fermée, on a des papilles et le patient est content. Ce qui, après tout, est quand même le principal. Mais bien sûr, les critères de l'intégration tissulaire, c'est la stabilité dans le temps, d'avoir des papilles, un bon contour, une couleur qui est naturelle, une bonne texture. Et là, c'est un cas que je voudrais vous montrer parce qu'on n'est pas obligé toujours de mettre un moignon. On peut faire aussi des prothèses qui soient transvissées. Mais vous voyez, pas de lambeaux. On a du volume ici. On est positif. On n'a pas besoin d'aller... Il faut essayer d'être le moins invasif possible. Alors, petite incision semi-lunaire. Délicatement, on va placer l'implant à travers cette petite fenêtre que l'on a ouverte. On place notre implant. Et vous voyez qu'on va, gêner le moins possible la biologie. Et même le moignon de cicatrisation que l'on met, on va déjà le rendre concave. Pourquoi? Ici, compte tenu qu'on peut se mettre dans un bon axe, on ne se met pas à la paroi, sur la paroi linguale, bien entendu, de l'alvéole, on peut faire une dent monobloc. Et une dent monobloc entièrement en zircone transvissée, c'est une très bonne solution. Là, comme je vous l'ai dit, l'espace mésiodistal était un petit peu plus grand, on fait un petit chip, une microfacette mésiale sur la latérale, vous voyez qu'on la calibre bien. Et ici, dans un cas comme ça, c'est au laboratoire que l'on va créer le berceau idéal pour la dent monobloc. Alors c'est une approche différente. La première fois, vous avez vu, c'est la dent provisoire qui a conditionné les tissus. Et ici, c'est au laboratoire que l'on va préparer la niche idéale. Et c'est très bien calibré. Même largeur que la dent adjacente, même profil d'émergence. Et tout ça, c'est une prothèse ici, vous voyez, qu'a réalisé Jean-Marc Etienne, qui est donc zircone, plus une stratification, et elle est transvissée. Et le résultat, le voilà. Vous avez ici la couronne transvissée, et là, le petit chip qu'on entreaperçoit lorsque l'on sèche, bien entendu, très fort, mais avec la salive, ces choses sont parfaitement invisibles, et on a respecté les conditions esthétiques. Les moignons, c'est très important. Ce ne sont pas que des éléments prothétiques, ce sont aussi des éléments qui sont biocompatibles et biologiques. Il faut les désinfecter. Il faut les décontaminer. On les décontamine avec des solutions savonneuses, avec de la chlorhexidine dans un bain d'ultrasons. Il ne faut pas les mettre comme ça, tels qu'ils viennent du laboratoire, avec une pollution de surface. Personnellement, j'aime bien la zircone lorsqu'elle a un renfort métallique, comme je vais vous le montrer, qui est bien entendu, qui va servir de renforcement. Mais voyez l'architecture, concave, et ici le congé qui va venir légèrement sous-gingival. Et la forme générale, vous l'avez ici. C'est cette forme qui est très importante. Et que l'on voit ici en gros plan, qui va donner la forme de guitare, de poire, qui est très importante. Moi, je préfère maintenant ce genre de moignon. Qu'est-ce que c'est? Une première pièce qui a été faite, et qui est en titane, et qui supporte entièrement une seconde pièce qui est en zircone, qui est scellée dessus. En réalité, au laboratoire, il y a deux pièces. Une pièce entièrement en titane, qui sert d'armature, et par-dessus, et là, c'est un travail de Pascal Favori. Vous voyez, l'important, c'est que quand on serre la vis, on n'ait pas la crainte que ça puisse fracturer, surtout si on n'est pas très bien placé ou que les contacts gênent un peu la prothèse finale. Moi, j'aime bien cette solution de le réaliser en 2 temps, mais c'est un petit détail. Alors, on va voir un autre cas, presque un des derniers cas cliniques. Alors, c'est une jeune femme qui vient de l'étranger, fistule, dents fracturées, extraction. Encore une fois, lorsqu'on est dans une situation telle que celle-ci, grande résorption radiculaire, absence d'os sur 12 mm, grosse fistule perturbante qui perce la gencive, il ne faut pas hésiter. Il faut retarder. Dans un premier temps, on va faire la régénération de l'alvéole. Alors on utilise une petite membrane, ici du bios, on va remplir l'alvéole avec de l'hydroxyapatite d'origine bovine, le bios, on va fermer, soit avec du collagène, mieux avec une greffe conjonctive, et puis on va se retrouver
dans une situation où on va mettre un bridge collé. Ici, c'est un bridge avec une dent du commerce, c'était une urgence, donc on a mis une dent du commerce, des fibres de polyéthylène à l'intérieur, comme vous le voyez, et la patiente part avec une prothèse fixe. Si on revient en arrière, vous voyez qu'on travaille déjà le contour, parce que c'est très important de ne pas se mettre trop à distance, sans quoi tout le relief sera perdu. On essaye déjà, autant que faire se peut, conserver le profil, et vous voyez qu'à 8 jours, on est dans cette situation. Ça commence déjà à cicatriser, mais bien sûr, il va falloir revenir plusieurs fois sur le cas, faire une petite greffe conjonctive supplémentaire, il va falloir... Donc, il vaut mieux changer ce petit bridge et faire carrément un petit bridge à armature métallique, rochette ou pas, et là, vous voyez, le jour de l'extraction, on a pris une petite empreinte, et 8 jours après, on a mis ce petit bridge-là, qui est un bridge provisoire, qui va rester en place pendant quelques mois, 3 ou 4 mois, il ne faut pas se presser. 3 ou 4 mois après, on voit qu'on est dans des conditions où l'on peut placer l'implant. Et là, on peut se mettre dans le bon axe, on peut placer l'implant dans de bonnes conditions, un implant spiralé, stable, on peut épaissir par du conjonctif en vestibulaire, et là maintenant, on va laisser cette masse cicatriser, maturer, on remet le bridge provisoire, on prend une radiographie de contrôle, et on va encore une fois attendre. Et ce sont des procédures qui prennent du temps, maintenant 3 mois après. Et 3 mois après, on se retrouve devant cette situation où effectivement, on a une certaine épaisseur, une certaine masse de tissu conjonctif, et maintenant, le tout est de le remodeler avec la dent provisoire. Encore une fois, le cylindre de téflon, la dent est stabilisée, et maintenant tout le travail, c'est de réaliser le rebasage et la sculpture sous-gingivale. Je l'ai décrit tout à l'heure, on utilise ces petites fraises, des fraises en forme d'olive, on va vernir, ça prend du temps pour essayer de guider. Vous voyez maintenant, à partir de cette dent-là, c'est nous qui allons guider, mettre en forme cette gencive, cette muqueuse périimplantaire. Voilà le jour de la mise en place de la dent provisoire. Vous voyez qu'il y a un petit évent, comme ça le Tenbond, il fuse et qu'on a peu de nettoyage à faire. Eh bien, dès qu'on patiente, voilà quelques semaines après, comment ça se passe. Eh bien, à ce niveau-là, on peut placer un moignon en zircone qui a les caractéristiques que vous voyez là. Vous voyez là, c'est un moignon, il n'y a pas le renfort métallique en dessous. Donc la vis, c'est elle qui va serrer ici. Moi, je préfère ce que je fais maintenant par rapport à cela. Je trouve que c'est plus solide. Une infrastructure, un coping qui va supporter la dent, et la dent, la voilà. Cette personne est repartie dans son pays, enfin en Allemagne, où on lui a fait des petits composites, donc je ne suis pas responsable. Ce qui est intéressant de voir, c'est la maturation. Par rapport à la situation de départ, on a la hauteur, on a l'épaisseur, on a le volume, on a la couleur, on a les papilles. C'est un cas difficile. C'est une jeune fille, c'est toujours problématique les femmes, avec un sourire relativement haut, gingival. Regardez, ce profil est intéressant. On a le plateforme switching qui est dû à la connexion conique de l'active, la forme concave du moignon, pour le système curvy qu'on a développé avec mes amis Rompen et Van Doren, et on va avoir ici un épaississement. Il ne faut pas créer de blanchiment, il ne faut pas créer d'ischémie, il faut jouer avec les volumes pour arriver à cette situation. Et vous vous souvenez d'où on était parti. Voilà, ce sont des procédures qui prennent du temps, mais il faut bien admettre la chose suivante, c'est que pour arriver à des résultats comme cela, lorsqu'on est parti d'une absence d'os en vestibulaire, d'une fistule et des perforations que vous avez vues, il faut donner du temps au temps. Et Danno Ricci dit que la maturation, qui est un parodontiste très connu de Florence, qui dit que la maturation tissulaire, elle prend beaucoup plus de temps que ce que l'on peut penser. Et vous voyez, les contrôles radiographiques montrent qu'effectivement, l'os est là. Nous, on aime le bio-os parce qu'il est peu résorbable. Il garde une partie du volume. Car quand on extrait, on va perdre du volume et ce n'est pas intéressant d'aller mettre quelque chose qui se résorbe très vite. Et il nous semble que c'est la meilleure solution à ce niveau-là. En conclusion, l'esthétique à long terme, c'est quelque chose qui réclame
bien entendu, d'avoir une excellente interface entre l'implant et les tissus, de respecter des conditions biologiques, d'avoir bien à l'esprit que ce qui est important pour l'os et pour la gencive, c'est effectivement d'avoir ces considérations bien en tête et de jouer avec le temps. Car aller vite n'est pas un avantage au secteur antérieur et qu'il faut avoir une barrière muqueuse stable, solide, sur un matériau biocompatible qui a été décontaminé, car c'est comme ça qu'on va protéger l'os marginal et que l'on va conserver à long terme cette situation. Voilà, ici de Paris, je vous laisse poser des questions. Je peux éventuellement donner la parole à Samama, si vous le souhaitez, à vous intervenir. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très très riche et j'ai eu beaucoup de commentaires pour me dire qu'effectivement il y avait beaucoup d'informations. Donc je rassure tout le monde, cette vidéo va être postée sur YouTube dans quelques jours, donc vous pourrez la revoir à souhait. Et donc j'ai quelques questions qui arrivent. La première, nous avons vu dans votre présentation que le pilier était anti-rotationnel. Est-ce indispensable? Oui, bien sûr. C'est très important qu'il soit anti-rotationnel parce que c'est comme ça qu'on va retrouver sa position précise. Et on est dans une configuration anti-rotationnelle depuis maintenant des années et tous les systèmes incluent cette considération. Et même pour parfaire l'emplacement et le repositionnement de ce moignon, je considère d'utiliser des guides, comme vous l'avez vu, qui sont appuyés sur les dents adjacentes et qui permettent sans ambiguïté de replacer, bien entendu. Car quand on en a un, c'est facile. Quand on a deux ou trois l'un à côté de l'autre, c'est pas toujours évident. Et parfois, les tissus gênent un peu le repositionnement du moignon. Donc oui, l'antirotationnel, oui, un guide de repositionnement. Alors, on me pose des questions sur le bio-os. Tout le monde ne sait pas où on peut s'en procurer. Alors, oui, ben c'est très facile, c'est un laboratoire qui s'appelle Geisslicht, j'ai aucun intérêt là-dedans, c'est un laboratoire suisse, c'est un matériau, ce sont des petits granules que l'on va placer, qu'on n'écrase pas, il ne faut pas les fracturer, car c'est important, ils sont ostéoconducteurs, et ils vont être, comment dire, entourés et mélangés à du sang, et ils vont garder ce volume et en même temps permettre au sang d'amener ses facteurs de croissance, à l'os de se reformer, et c'est d'après l'école de Liège, dont je suis assez proche, et de Rompen, et de l'expérience que l'on a, qui est quand même assez grande avec ce matériau, je dirais un matériau qui nous donne une très grande satisfaction dans le maintien le plus possible, et aussi Joseph Kahn en Californie, à Loma Linda. Enfin, je pense qu'il y a un espèce de consensus pour que le gap, on le remplit, ce gap qui fait, même s'il ne fait qu'un millimètre, souvent il fait d'ailleurs un millimètre et demi, on le remplit tout doucement, on insère ces granules de bio-os qui vont être, on va appeler ça un substitut osseux, et qui vont amener cet épaississement et cet épaississement de l'os au niveau vestibulaire. Car on ne veut surtout pas avoir un effondrement de l'os. S'il existe, si la corticale est là, qu'elle y reste, même si elle diminue un peu d'épaisseur, et s'il n'y en a pas, qu'elle se reforme. très bien, merci. On peut vous poser encore une autre question? Mais bien sûr. Alors, dans quelle situation ne mettons pas la dent provisoire connectée en même temps que l'implant? On va dire quand l'implant n'a pas sa stabilité. Parce que c'est une bonne question dans la mesure où je vous ai parlé d'un implant spiralé, enfin, qui a une forte stabilité primaire. Vous avez vu que ce sont comme des vis à bois un peu, donc ils tiennent très fort, ils tiennent très bien. Mais si on n'a pas une stabilité de 35 newtons par centimètre, eh bien il est préférable de ne pas mettre la dent provisoire. Parce que là, on fait prendre un risque à l'ostéo-intégration de l'implant. Moralité, il faut qu'on sente que l'implant est stable. Ces implants-là, cette nouvelle génération d'implants, comme vous l'avez vu, vous en avez eu plusieurs,
vous avez vu aussi des Alpha Bio, puis il y a d'autres marques aussi qui ont ce genre de profil, eh bien, on sent qu'il s'ancre dans l'os et qu'il donne une forte stabilité. Et c'est dans ce cas-là, on met la dent provisoire, on peut la mettre en dehors de l'occlusion, c'est-à-dire cosmétique et pas fonctionnelle, mais si on n'a pas cette stabilité, disons si on n'a que 20 ou 25 newtons, eh bien, on ne prend pas le risque. Dans ce cas-là, on va mettre un petit moignon de cicatrisation, qu'on va rendre concave, qu'on va donc, bien sûr décontaminer, et on mettra un petit bridge collé. C'est ce que l'on va faire. Très bien. Ne jamais prendre de risque au secteur antérieur, parce que pour le patient, c'est très important. L'échec, il est visible à l'œil nu, ce n'est pas une molaire. Donc, il faut une courbe d'apprentissage, et aussi, il faut respecter le temps. Mais si je devais mettre l'accent sur ce qu'il y a pour moi actuellement le plus important, c'est premièrement de faire des greffes conjonctives, d'épaissir. Chaque fois qu'on épaissit la muqueuse, on se met à l'abri d'une récession. La muqueuse, en quelque sorte, devient un peu autoporteuse. On modifie le biotype, on l'améliore le biotype et on le transforme en biotype épais, qui est beaucoup plus stable. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est l'emplacement de l'implant. C'est très rusé. Il faut vraiment le mettre dans des conditions parfaites, bien centrées, très légèrement lingualées, pas trop profond. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas décrire en quelques secondes, mais qui sont le fondement de la cicatrisation, de l'intégration biologique. Laisser de la place à l'espace biologique. Voilà. Il ne faut pas être trop profond, il ne faut pas être trop superficiel. Très bien. Alors, toujours concernant le bio-os, j'ai une question sur le temps. Combien de temps après la pose du bio-os peut-on implanter? C'est-à-dire que si on a fait ce qu'on appelle en anglais socket preservation, c'est-à-dire une régénération osseuse, une préservation alvéolaire, un comblement alvéolaire, il faut attendre au minimum 2 mois. Et moi, je préfère 3 ou 4 mois. Mais vraiment, le minimum, c'est cela. Et je crois, moi, je ne joue jamais avec le temps, je préfère laisser plus de temps. Donc, disons, pour réintervenir dans une alvéole, sur lequel vous avez mis du bios et que vous avez conservé, je pense que 3 à 4 mois, c'est un minimum. D'accord. Par contre, si c'est du bios que vous avez mis dans le gap, dans l'espace qu'il y a entre l'implant et la muqueuse, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre votre dent provisoire tout de suite. Et dans le cas d'une préservation alvéolaire, il vaut mieux attendre plus d'un trimestre, c'est plus simple. Très bien. Alors, est-ce que vous avez une préférence? J'ai une question sur, alors, c'est un petit peu. Est-ce que vous avez une préférence entre des dents définitives piliers plus céramiques ou des dents transvissées directes sur implant? Moi, actuellement, je préfère les dents transvissées. Mais il y a une condition. Pour faire une dent transvissée, d'abord, c'est beaucoup plus pratique. Parce que si on a le moins de problèmes, on peut la dévisser. En plus, on est sûr de ne pas avoir de ciment qui va venir laisser des résidus. Bon. Mais la condition, c'est que l'axe permette à la vis de sortir en linguale. Donc, on ne peut faire de dents monobloc transvissées que lorsqu'on est dans un bon axe. Le problème avec l'implantation immédiate, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la plupart du temps, pour trouver de la stabilité, on ne peut pas se mettre juste dans l'alvéole, parce que dans ce cas-là, on sera trop près de la partie de l'os buccal, si vous voulez, vestibulaire. On est obligé de s'ancrer un petit peu en linguale. Donc, en quelque sorte, on donne une petite angulation de 15 degrés à l'implant. L'implant, il est angulé vers le lingual. Moralité, souvent, ça nous oblige à avoir des moignons angulés à 15 degrés. Moralité, lorsque l'on fait une implantation immédiate, très fréquemment, on a affaire à un moignon. Et on a maintenant, avec les techniques guidées, on peut préparer le moignon même à l'avance. On peut aller au-delà de ce que je vous ai montré. Dans certains cas, mon moignon est préparé à l'avance et je laisse un moignon définitif que je ne retouche plus. Donc, je prendrai l'empreinte comme une dent normale. Donc, vous voyez la différence. On évolue de plus en plus et maintenant, l'outil informatique, les techniques numériques vont nous permettre de prévoir l'emplacement de l'implant
et de prévoir déjà un moignon qui ne sera jamais déconnecté. Alors c'est beaucoup plus rusé, disons c'est un temps numéro 2, on pourra en parler un jour si on le veut, mais pour le moment, dans le cas de figure que l'on a décrit, je pense que si on dit qu'il faut donner du temps, épaissir la muqueuse, bien placer l'implant et comprendre la différence qu'il y a entre le profil enfoui, le profil émergent, déjà on se met à l'abri de bien des bêtises. Très bien, merci. Alors, peut-être une dernière question. Allez, une dernière. Alors, les plateformes switching sont-elles indispensables? Écoutez, le platform switching, c'est juste un moyen d'avoir cette espèce de, on va dire, de joint torique muqueux autour d'un implant, cet épaississement. Mais on peut aussi, avec un moignon simplement curvy, c'est-à-dire un moignon concave, on aura le même résultat. C'est deux façons d'arriver au même résultat. Et parfois, on combine platform switching et curvy. Ici, vous voyez là, je vais vous mettre la petite flèche, vous voyez ça. Ce que vous avez là, c'est la clé. C'est-à-dire que la partie qui va être sous-muqueuse, elle est concave. Alors, qu'il y ait ou non un platform switching, s'il y en a un, c'est mieux. Mais si vous êtes dans un système prothétique où vous n'avez pas de platform switching, au moins, avoir des moignons qui sont sous-dimensionnés en transmuqueux et de forme concave. Et le résultat, ça vous donnera quelque chose d'un peu comme ça. Voyez, voilà les images modernes et non pas partir en divergent depuis le col de l'implant. Le col doit être légèrement cylindrique ou rétréci et on doit avoir en transmuqueux un léger sous-contour concave. Voilà. Et vous le voyez encore une fois ici, là. Je pense que là, vous voyez, il y a eu une évolution dans le paradigme entre ce qui se faisait il y a 10 ans, où les moignons ils étaient divergents dès le départ de l'implant, et nous on a essayé, et je pense qu'on a apporté notre pierre avec Rompen et Van Doren depuis 2003 et nos publications et nos conférences, de dire non, attention, il faut un profil curvy, concave, parce que finalement l'épaississement conjonctif autour dans la partie transmuqueuse, si vous voulez, elle va être essentielle pour la stabilisation. Voilà, je voudrais d'abord vous remercier beaucoup pour cette initiative qui est très sympathique, très efficace, d'aller trouver les gens chez eux, de remercier tous nos amis qui sont devant leur ordinateur. Je sais qu'il y avait beaucoup d'inscrits et qui vont pouvoir revoir cette conférence si nécessaire. En tout cas, c'est une très bonne initiative et personnellement, elle m'a fait bien plaisir. Merci à vous, elle a fait plaisir. Merci à vous infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ça a fait plaisir à beaucoup de praticiens, à moi-même énormément. Et alors, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont posé des questions qu'on n'a pas pu poser cette fois-ci, mais j'espère avoir le plaisir de vous inviter de nouveau, Dr Toiti. Écoutez, moi je peux répondre à des questions même par écrit. Si vous m'envoyez quelques questions, il n'y a aucun souci. Je vous donnerai des réponses et vous pourrez les publier sur votre site ou comme vous le souhaiterez, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voilà. Absolument, c'est pas la fin de l'histoire. Merci infiniment, Dr Bernard Toiti, et merci encore à tous les praticiens de chez eux, de toute la France et même des dom-tom et même de Belgique qui nous ont suivis ce soir. Voilà, merci à tous, merci. À bientôt. Au revoir.